Recommencer. C'était mon mantra alors que je conduisais vers la nouvelle maison, avec l'autoradio qui jouait doucement en arrière-plan et l'odeur du café froid qui remplissait l'air. Après le divorce, j'avais besoin de changement. J'ai choisi South Portland, dans le Maine, un endroit loin du chaos de mon ancienne vie. La maison en rangée de la rue Elmwood était modeste mais parfaite pour moi. 2 chambres, un grand salon et une cuisine avec de grandes fenêtres donnant sur une petite mais confortable cour arrière. À côté, l'autre moitié de la maison semblait abandonnée. La peinture écaillée des fenêtres, les hautes herbes et les débris dans le jardin suggéraient que personne n'y avait vécu depuis des années. Moins de problèmes avec les voisins, ai-je pensé la première fois que je suis entré. Au cours des premières semaines, la routine était calme. Les cours à l'école secondaire locale étaient difficiles, mais enrichissants. Les élèves, toujours méfiants à l'égard du nouvel enseignant, commencent peu à peu à s'ouvrir. Le soir, je préparais mes cours dans la cuisine, avec un verre de vin et le bruit occasionnel du vent sifflant à travers les arbres du quartier. C'est lors d'une de ces nuits que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Je me concentrais sur la correction de mes dissertations lorsqu'un mouvement à côté a attiré mon attention. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une faible lumière dans le grenier. C'était comme si quelqu'un était là, mais cela a duré quelques secondes avant de disparaître. J'étais intrigué, mais je me suis convaincu que c'était mon imagination. Peut-être que la lumière était le reflet d'une voiture qui passait dans la rue, ai-je pensé. Ignoré. La nuit suivante, c'est arrivé à nouveau. Et dans l'autre aussi. Le motif était le même, une lumière tamisée, un mouvement subtil, puis une obscurité totale. J'ai commencé à observer davantage. Pendant les week-ends, j'ai remarqué des choses qui étaient passées inaperçues jusque-là. Les hautes herbes semblaient avoir des empreintes de pas dans les bois. La porte latérale avait une marque comme si elle avait été forcée. Et parfois, au crépuscule, un son presque inaudible provenait de la direction du grenier. Le doute est devenu une obsession. Tous les soirs, après avoir noté mes devoirs ou planifié mes leçons, je m'asseyais près de la fenêtre et surveillais la maison d'Axe en grave côté. C'est lors d'une de ces nuits que j'ai vu la silhouette pour la première fois. Une silhouette sombre et mince passa par la fenêtre du grenier. Mon cœur s'est emballé et l'adrénaline a pris le dessus. Qui était là? J'aurais dû appeler la police, mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être était-ce la peur de paraître paranoïaque, ou peut-être la curiosité. J'ai décidé d'enquêter par moi-même. Le samedi, je me suis approché de la maison pour la première fois. Le cœur battant, j'ai fait le tour de la propriété, essayant d'avoir l'air décontracté. Les fenêtres étaient sales, mais j'ai réussi à jeter un coup d'œil autour de la pièce, rien que des meubles et des boîtes couverts de poussière. Cependant, quand je me suis approché de la porte latérale, j'ai senti une odeur étrange. C'était métallique, dense, comme de la rouille mélangée à quelque chose d'aigre. Dimanche soir, j'ai pris ma décision. J'ai attrapé une lampe de poche et un pied de biche dans mon petit entrepôt dans la cour. J'attendis que le voisinage soit calme, puis j'entrai par la porte latérale, qui céda avec une facilité déconcertante. À l'intérieur, la maison avait l'air encore plus abandonnée qu'à l'extérieur. La poussière recouvrait toutes les surfaces et l'air avait un poids suffocant. Mes pas résonnèrent et le bois du sol grinça. Je suis monté à l'étage avec la lampe de poche tremblante dans mes mains. L'odeur métallique s'est renforcée à mesure que je m'approchais du grenier. La porte du grenier était entr'ouverte. Comme je la repoussais, un long craquement emplit le silence. L'espace était petit, avec des poutres apparentes et un seul coffre dans un coin. Au centre, une épaisse chaîne était attachée au sol, avec une menotte suspendue à son extrémité. Mes yeux se fixaient sur les marques d'ongles égratignées sur le parquet, des lignes désespérées qui racontaient une terrible histoire. À côté des chaînes, une pile de papier a attiré mon attention. J'ai pris les documents d'une main tremblante et j'ai commencé à lire. Il s'agissait de coupures de journaux sur les disparitions dans la région, principalement d'adolescents et de jeunes adultes. Certains noms étaient entourés d'un stylo rouge, et à côté de chaque cercle se trouvaient des notes manuscrites. À 21h, vu pour la dernière fois dans le parc, ou disparu après l'école. L'horreur de la situation me paralysait. J'étais à l'épicentre de quelque chose de monstrueux, et le lien avec les disparitions locales était évident. Mais qui était derrière tout cela? C'est alors que j'ai entendu un bruit en dessous de moi. Quelqu'un était entré dans la maison. J'ai éteint la lampe de poche et j'ai retenu mon souffle. Des pas lourds montaient l'escalier. Qui que ce soit, il venait vers moi. Mon esprit s'est emballé. Je me suis caché derrière une poutre, essayant de rester immobile. La silhouette entra dans le grenier. La silhouette masculine était grande et il semblait porter quelque chose, peut-être une lampe de poche. L'homme regarda autour de lui, marmonnant quelque chose d'inaudible pour lui-même, avant de finalement partir et de descendre. J'ai attendu quelques minutes, qui m'ont semblé une éternité, avant de sortir de ma cachette. Avec les documents en main,
J'ai couru en bas et je suis retourné chez moi. J'ai verrouillé toutes les portes et les fenêtres, essayant de contrôler ma respiration. Le lendemain matin, j'ai décidé d'apporter les papiers à la police. Mais alors que je feuilletais les documents, quelque chose a attiré mon attention. Une facture d'électricité adressée à un certain Arthur Miller. Le nom n'était pas familier, mais en traversant la rue pour me rendre à la benne à ordures, j'ai vu le même nom sur une boîte aux lettres au bout de la rue. C'était le voisin sympathique qui me saluait tous les matins alors qu'il promenait son chien. Arthur était à blâmer. Mais que faire? La police mettrait du temps à agir, et il semblait déjà soupçonneux de mon ingérence. Dans les jours qui ont suivi, il a commencé à m'observer. Chaque fois que je sortais, ses yeux étaient fixés sur moi. Il semblait savoir que je le savais. J'ai commencé à faire des cauchemars. J'ai rêvé du grenier, des chaînes et des silhouettes qui s'approchaient de moi pendant que j'étais emprisonné. Je ne pouvais pas rester là. Un dimanche après-midi, j'ai fait mes valises et je suis parti. J'ai quitté la maison sans regarder en arrière, emportant avec moi le poids de n'avoir jamais obtenu justice pour les victimes. Je ne sais pas si la police a réussi à le piéger, mais le nom d'Arthur Miller hante encore mes pensées. J'entends encore les échos de cette maison dans mes souvenirs, les bruits étouffés, l'odeur métallique. Je ne peux pas oublier les visages des victimes dans les coupures de journaux, leurs yeux suppliant une aide qui n'est jamais arrivée à temps. Recommencer, pensais-je, est un concept illusoire. Certaines choses ne peuvent tout simplement pas être laissées pour compte. Le blocage créatif était une vieille connaissance à moi, mais cette fois-ci, il semblait avoir pris racine. Assis à mon petit bureau dans l'appartement lyonnais, entouré de piles de papier froissé et d'une tasse de café frais, je regardais la ville par la fenêtre. Le silence des nuits était ma compagnie habituelle. Cependant, récemment, il avait été perturbé. La première fois que j'ai entendu le son, c'était discret, un léger coup sur le mur, accompagné d'une mélodie lointaine. Quelque chose de simple, presque inoffensif. J'ai regardé l'horloge. 2h30 du matin. Peut-être était-ce un voisin souffrant d'insomnie. J'ai essayé de l'ignorer, en retournant à mon cahier, mais le son a persisté. Les battements étaient cadencés, et la voix féminine, tremblante, presque ancestrale, semblait fredonner une chanson que je ne pouvais pas identifier. Le lendemain matin, en ramassant mon courrier, j'ai demandé au directeur, Monsieur Morel, ce qu'il en était des résidents en bas. Il m'a regardé confus. En bas? Il n'y a personne, Madame Petit. Il est vide depuis des années. Ma peau a rampé. J'ai décidé de ne pas insister. Peut-être avait-il tort. De retour dans mon appartement, j'ai décidé que je devrais mieux connaître mes voisins, mais mes efforts ont été vains. La plupart étaient des étudiants ou des personnes âgées qui quittaient rarement leur domicile. Cette nuit-là, les bruits ont recommencé. Cette fois, ils étaient plus grands. Les rythmes semblaient résonner directement sur le sol de mon appartement, et la chanson, il y avait quelque chose en elle, une qualité inconfortable, comme si la mélodie portait un secret oublié depuis longtemps. Déterminé à trouver des réponses, j'ai préparé mon téléphone portable pour enregistrer les bruits. Je l'ai positionné près du sol et j'ai attendu. À 3h du matin, les battements reprirent, suivis de la même voix, maintenant plus proche. J'ai fait écouter l'enregistrement le matin. L'audio capturait la voix d'une femme chantant dans une langue que je ne reconnaissais pas. Cela a commencé à consumer mes journées. J'ai fait des recherches sur les anciens résidents de l'immeuble, mais je n'ai trouvé aucun document pertinent. J'ai même engagé un serrurier pour ouvrir l'appartement en dessous, justifiant que je voulais vérifier d'éventuels dommages structurels. L'odeur a été la première chose que j'ai remarquée, quelque chose entre la moisissure et la pourriture. À l'intérieur de l'appartement, le vide était palpable. Il n'y avait pas de meubles, seulement de la poussière accumulée et un écho étrange. Mais quand j'ai regardé de plus près, j'ai vu les marques. Près des murs, il y avait de profondes égratignures, comme si quelqu'un avait essayé d'arracher le bois avec ses ongles. J'ai aussi trouvé de vieux vêtements jetés dans un coin, une robe à fleurs et des chaussures à l'ancienne. Un sentiment d'effroi s'est développé en moi. J'ai quitté les lieux rapidement, en me promettant de ne jamais revenir. Mais, bien sûr, la curiosité a sa propre volonté. Les nuits suivantes furent un supplice. Même après avoir bloqué les fenêtres et porté des bouchons d'oreilles, les sons m'ont transpercé l'esprit. À un moment donné, j'ai même entendu des rires étouffés entre les battements. J'ai commencé à observer le bâtiment de manière obsessionnelle, essayant de saisir le moindre mouvement. C'est lors d'une de ces veillées que j'ai remarqué quelque chose de particulier. Une fissure dans le mur de mon appartement, où le son semblait plus intense. À l'aide d'une petite lampe de poche, j'ai inspecté la fissure. À ma grande horreur, il semblait s'ouvrir sur un espace vide, quelque chose comme un couloir entre les murs. Nuit après nuit, je devenais obsédé par l'idée que quelque chose ou quelqu'un s'y déplaçait.
Finalement, j'ai pris courage. Muni d'un couteau de cuisine et de ma lampe de poche, je suis redescendu dans l'appartement vide, déterminé à explorer ce qui semblait être un système de couloirs secrets. Après avoir poussé une bibliothèque fixée au mur, j'ai trouvé l'entrée. L'espace était étroit, exigu, comme s'il avait été construit pour qu'un enfant ou un animal puisse ramper. La première chose que j'ai vue, ce sont les empreintes de pas. Petits, mais nombreux, marqués dans la poussière du sol. Et puis, la voix. Elle ne venait pas d'une pièce éloignée, c'est venu de l'intérieur des murs. Le son s'est intensifié, jusqu'à ce que je puisse sentir la vibration autour de moi. Le cœur battant dans ma poitrine, j'ai couru. Je suis monté à mon appartement, m'enfermant à l'intérieur. Le lendemain, je dis à Monsieur Morel ce que j'avais trouvé. Il rit en secouant la tête. « Claire, tu as besoin de te reposer. » Peut-être que j'écris trop d'histoires. Son incrédulité m'a rendu furieux. Je lui ai montré les enregistrements, mais il s'est contenté de répéter que le bâtiment était vieux et que je devais me détendre. Les autres voisins évitaient de me regarder dans les yeux. J'ai décidé de déménager. Lyon a perdu de son charme. J'ai trouvé un petit studio dans une autre partie de la ville et j'ai pensé que cela suffirait à mettre fin à cette phase. Mais les sons me suivaient. La première nuit dans mon nouvel appartement, en essayant de dormir, j'ai écouté. D'abord les battements, maintenant plus doux, puis la mélodie, le même chant familier qui semblait se moquer de moi. J'ai laissé le cahier ouvert sur la table, griffonnant frénétiquement. Et si la femme n'avait jamais été réelle? Et si le son n'était que mon subconscient? Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. Le bruit résonnait dans mon esprit, et les chants, autrefois lointains, semblaient maintenant venir de l'intérieur de mes propres murs. Je m'appelle Ethan Callahan, 19 ans, étudiant en première année de communication sur la Gold Coast. Comme tout nouvel arrivant à l'université, je voulais élargir mes horizons sociaux. Je ne connaissais presque personne et mes vendredis soirs étaient, la plupart du temps, solitaires. C'est alors qu'un groupe de collègues, qui se réunissaient après les cours, m'a remarqué. Ils avaient l'air cool, le genre de personnes que je voulais rencontrer. Ce jeudi-là, Liam, le plus bavard d'entre eux, s'est approché avec une invitation, une fête dans une maison de luxe, à ne pas manquer, comme il l'a dit. L'emplacement était en banlieue, près de la plage. Ils ont insisté, disant à quel point ce serait épique et que j'avais besoin de dérouiller. J'ai accepté sans réfléchir à deux fois. Le vendredi soir, j'ai enfilé mon plus beau jean et ma plus belle chemise, en essayant d'avoir l'air détendu mais présentable. J'ai pris un taxi et je me suis rendu à l'adresse. La maison était imposante, perchée en haut d'une colline. Des néons brillaient à travers les fenêtres et de la musique forte résonnait, si vibrante que vous pouviez sentir le battement dans votre poitrine avant même d'entrer. J'ai sonné à la porte. Personne n'a répondu. La porte n'était pas verrouillée, alors je suis entré. « Détends-toi, Ethan, c'est juste une fête », me suis-je dit. L'intérieur était aussi extravagant que l'extérieur, sol en marbre, canapé en cuir blanc et œuvres d'art abstraites accrochées au mur. Mais quelque chose semblait étrange. Le son de la musique venait de l'intérieur, mais il n'y avait personne dans l'immense hall d'entrée. « Allô ?» Ma voix semblait absorbée par les murs. Le bruit de la fête continuait plus loin, peut-être venant d'en haut. Je suis monté à l'étage, mais toutes les pièces que j'ai ouvertes étaient vides. Les meubles étaient bien rangés, mais il n'y avait aucun signe de vie. L'odeur du parfum et de l'alcool coûteux flottait dans l'air, comme si la fête s'était terminée quelques minutes plus tôt. J'ai commencé à explorer les pièces. Dans l'une des chambres, j'ai trouvé des téléphones portables éparpillés sur un lit, comme si leur propriétaire avait tout laissé là à la hâte. J'en ai ramassé un et l'ai déverrouillé. Il n'y avait pas de mot de passe. La vidéo la plus récente a été enregistrée la veille. Les mêmes personnes qui m'avaient invité étaient là, dansant et riant dans la même maison. Ensuite, un autre enregistrement montrait une fête des semaines auparavant, avec d'autres personnes, mais le même schéma. Et le plus troublant, c'est que j'ai commencé à reconnaître des visages. Des gens qui avaient disparu, certains que j'avais vus aux informations locales. Ma respiration s'est accélérée. Soudain, les rires et les cris de célébration de la chanson sont devenus plus forts, mais je n'ai toujours vu personne. J'ai couru en bas, pensant sortir de là, mais la porte principale était verrouillée. J'ai essayé d'ouvrir les fenêtres, sans succès. La maison était un labyrinthe, et je commençais à me sentir observé. Dans un couloir sombre, j'ai remarqué une porte entr'ouverte. Derrière elle, une petite pièce pleine d'écrans, tous montrant différents angles de la maison. Des caméras cachées étaient partout, dans l'allée, à l'étage, dans les chambres et même dans la salle de bain. Dans l'une d'elles, je me suis vu en temps réel, debout devant cette pièce. Il y avait une discussion sur le côté de l'écran,
avec des messages qui arrivaient rapidement. Il a l'air nerveux. Combien de temps avant que tu ne t'en rendes compte? Peut-il sortir? J'étais le protagoniste d'une sorte de jeu malade. Un bruit derrière moi m'a figé. J'ai tourné mon corps, espérant voir quelqu'un, mais il n'y avait rien. Toute la maison semblait respirer, comme si j'étais englouti par ces murs. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai essayé d'appeler la police, mais il n'y avait pas de signal. Les messages dans le chat ont continué, maintenant plus frénétiques. Il essaie de s'échapper. Il ne comprend toujours pas. Ça va être amusant. La panique s'empara de moi. J'ai quitté la pièce et j'ai commencé à courir. Je traversais les couloirs, montant et descendant des escaliers que je n'avais même pas remarqués auparavant. La musique, maintenant déformée, semblait suivre mes mouvements. Finalement, j'ai trouvé une porte qui menait à un garage. C'était un espace vide, à l'exception d'une camionnette noire garée. À l'intérieur, des boîtes avec du matériel d'enregistrement et des moniteurs, tous avec la même transmission que j'ai vue auparavant. Dehors, la nuit semblait encore plus sombre. J'ai trouvé une fenêtre déverrouillée et je l'ai forcée. Avec une dernière poussée, j'ai sauté dehors, sentant l'air frais de la nuit contre mon visage. Mais la peur n'a pas diminué. En courant, j'ai trébuché sur quelque chose, un trépied avec un appareil photo pointé directement sur moi. De loin, la maison semblait plus grande qu'elle ne l'était à l'intérieur, éclairée seulement par les lumières clignotantes. Je n'ai arrêté de courir que lorsque je suis arrivé sur la route principale. J'ai appelé un taxi, et le chauffeur, remarquant mon état, n'a posé aucune question. J'ai regardé en arrière, m'attendant à voir quelqu'un me suivre, mais il n'y avait rien. Le lendemain, j'ai fouillé la maison, mais je n'ai trouvé aucune information. L'adresse ne semblait pas exister officiellement. Les personnes qui m'ont invité, ils ne se présentaient plus à l'université, comme s'ils n'y avaient jamais étudié. J'ai essayé de parler à des connaissances communes, mais personne ne savait rien de concret à leur sujet. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un email anonyme avec un lien vers un site web. La vidéo était un montage de ma nuit dans la maison, montrant tous mes moments de panique. Le public du chat était toujours actif, riant, commentant, spéculant même sur ce qui m'était arrivé. J'ai immédiatement fermé le lien et supprimé le message, mais le sentiment d'être observé n'a jamais disparu. Depuis cette nuit-là, ma confiance dans les étrangers a disparu. J'évite les invitations, les fêtes, même les interactions sociales les plus élémentaires. Mais de temps en temps, j'ai l'impression d'être toujours suivi. Peut-être par ceux qui sont derrière le parti, ou peut-être par ma propre paranoïa. Après tout, je n'ai jamais su qui regardait ni pourquoi. Je n'ai jamais cru aux superstitions. Les jardins étaient ma vie, et pour moi, les plantes n'étaient que des plantes. Mais quand j'ai pris un poste dans une vieille maison à Kanazawa, quelque chose a changé. Ce que j'y ai vécu me hante encore, nuit après nuit, comme des racines qui s'infiltrent dans les recoins les plus profonds de l'esprit. J'étais profondément endetté. Mes économies avaient fondu après l'échec d'une petite entreprise. Quand M. Ishikawa m'a proposé de récupérer le jardin d'une propriété qu'il venait d'acheter, je n'ai pas pu refuser. Il était réservé, sans chaleur, et sa proposition semblait simple, défricher la terre et planter des fleurs. Il m'a remis une avance généreuse. Rien d'extravagant, m'a-t-il dit, juste quelque chose pour redonner vie à la maison. J'ai accepté. Cet argent pourrait régler mes dettes. Le jardin était dans une zone isolée, entourée de brouillard et de pins. La maison semblait perdue dans le temps, avec ses murs rouillés et ses fenêtres brisées. Le jardin ressemblait à une jungle, avec des arbres noueux et des mauvaises herbes qui semblaient murmurer dans le vent. Quelques fleurs résistaient, mais leurs pétales étaient déformés, presque charnus, et leur couleur trop intense. Dès que j'ai commencé à arracher les mauvaises herbes, j'ai remarqué une odeur métallique qui me dégoûtait. Je l'ai ignorée, pensant à un animal mort. J'ai travaillé jusqu'au coucher du soleil, satisfait des progrès. Mais quand je suis revenu le lendemain, le jardin avait regagné en densité. Les plantes avaient poussé à une vitesse terrifiante. Le troisième jour, je décidai de creuser plus profondément. C'est là que j'ai trouvé un os. D'abord, je pensais à un animal, mais la forme et la texture étaient étranges. Plus je creusais, plus les os apparaissaient. Certains étaient grands, d'autres petits, tous abîmés, comme si le temps les avait érodés. Quand j'ai vu un crâne humain, mon cœur s'est arrêté. Je restais figé, les yeux rivés sur le trou, tandis que le brouillard se refermait autour de moi. Je sentais une présence qui m'observait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain, je suis allé à la mairie de Kanazawa pour en savoir plus sur l'histoire de la maison. L'ancienne propriétaire, une femme nommée Satsuki Hare, avait disparu il y a 12 ans. Les rumeurs parlaient de cultes et de rituels sombres. Quand j'ai posé des questions, les employés étaient mal à l'aise.
Cette maison a toujours été étrange, m'a dit une vieille dame. Rien n'y pousse comme il se doit, et personne n'y reste longtemps. Je suis retourné travailler à contre-cœur. Mais le jardin ne voulait pas me laisser partir. Des racines sombres s'enroulaient autour de mes outils, et les plantes semblaient pousser sous mes yeux. Monsieur Ishikawa est venu. Il a remarqué mon hésitation. « Vous avez trouvé quelque chose, n'est-ce pas ?» m'a-t-il demandé, d'un ton menaçant. J'ai nié, mais il a ajouté « Faites simplement ce qu'on vous a demandé. » Il savait ce qu'il y avait là, et pourtant, il m'avait engagé. Les fleurs ont commencé à se transformer. Elles étaient de plus en plus grotesques. Certaines ressemblaient à des doigts, des bouches, des yeux. Et l'odeur, une puanteur douce, presque écœurante, comme de la chair en décomposition. Un jour, pendant que je nettoyais, j'ai entendu un grincement venant du sol. C'était comme si quelque chose de gigantesque se déplaçait sous terre. J'ai compris, le jardin était vivant. Il se nourrissait des restes enterrés. Le sol, les os, tout était utilisé pour nourrir cette terre sombre. Cette nuit-là, j'ai rêvé que des racines m'enserraient et me traînaient au sol. À mon réveil, en sueur, j'ai compris qu'il était temps de partir. Mais Monsieur Ishikawa est réapparu. Si vous dites quelque chose, personne ne vous retrouvera jamais. Ses yeux trahissaient la peur. Lui aussi semblait sous le contrôle de la maison. J'ai quitté le travail sans prévenir, rendu l'argent et bloqué son numéro. Je croyais être libre, mais quelques semaines plus tard, de petites plantes ont commencé à pousser dans mon propre jardin, identiques à celles du jardin de la maison. Au début, j'ai cru à de la paranoïa, mais la même odeur métallique flottait dans l'air. Le jardin ne m'avait pas oublié. Il voulait me faire saigner, me nourrir, comme il l'avait fait avec l'ancienne propriétaire. Maintenant, je vis dans la peur. Chaque jour, les plantes avancent, et leurs racines semblent me suivre. Parfois, je me réveille avec des égratignures sur la peau, comme si quelque chose m'avait attaqué la nuit. Je ne sais pas ce que Monsieur Ishikawa savait, mais j'ai compris qu'il y avait une vérité sombre derrière cette maison. Le jardin ne s'arrêtera pas tant qu'il ne m'aura pas englouti. Il veut que je revienne. Il veut me nourrir. Le lendemain, j'ai cherché des informations sur la maison, mais l'adresse n'existait pas officiellement. Les personnes qui m'avaient invité, personne ne semblait les connaître. Quelques semaines après, j'ai reçu un email anonyme avec un lien vers un site web. La vidéo montrait tous mes moments de panique dans la maison. Le chat était toujours actif, avec des commentaires qui se moquaient de moi. J'ai fermé le lien, mais ce sentiment d'être observé n'a jamais disparu. Depuis cette nuit-là, ma confiance dans les étrangers a disparu. J'évite les invitations, les fêtes, même les interactions sociales simples. Mais parfois, je me sens toujours suivi. Peut-être par ceux qui m'ont observé, ou par ma propre paranoïa. Après tout, je ne sais toujours pas qui me regarde, ni pourquoi. Je suis photographe, ou du moins j'essaie de l'être, ici à Odessa. Ma vie a été consacrée à capturer les vestiges d'une architecture oubliée, comme si chaque bâtiment abandonné pouvait me raconter une histoire. Pour moi, il n'y a rien de plus fascinant qu'un bâtiment délabré, en ruine mais toujours plein de vie, ou du moins, c'était ce qu'il semblait avant que tout ne commence. Je me suis toujours senti plus à l'aise derrière l'objectif, à observer le monde sans être vu. Mais cette histoire a tout changé. Tout a commencé simplement. Parfois, je passais tout l'après-midi à regarder par la fenêtre de mon appartement, l'appareil photo à portée de main, à attendre le bon moment. Un bâtiment abandonné se dressait devant moi, sa silhouette se détachant sur le ciel gris. Je l'avais photographié plusieurs fois, mais je trouvais toujours quelque chose de nouveau. Un angle différent, un reflet inhabituel dans les fenêtres brisées, un nuage qui façonnait la silhouette d'une tour. Il y avait quelque chose en lui qui a attiré mon attention. Cet après-midi-là, le vent était plus fort que d'habitude. J'étais seul à la maison, comme toujours. L'appartement était petit mais confortable, et j'aimais y vivre, avec ma vue sur le monde à travers les fenêtres. J'étais en train d'ajuster l'appareil photo, essayant de capturer la texture des briques usées quand, pour la première fois, j'ai remarqué quelque chose de particulier. C'était une figure, une jeune femme debout à la fenêtre du 3e étage de l'immeuble abandonné. Je me suis concentré, essayant de distinguer ses contours, mais elle était là, immobile, me regardant droit dans les yeux. Le genre de regard qui ne détourne pas le regard, ne se cache pas. Pendant un instant, j'ai eu l'impression d'observer quelque chose que je n'étais pas censé voir. La silhouette, une jeune femme aux cheveux noirs et aux vêtements simples, semblait perdue dans un instant qui ne lui appartenait pas, comme une ombre vide. J'ai éloigné l'appareil photo de mes yeux et j'ai regardé par la fenêtre. Rien. Pas de figure, juste le vide ordinaire du bâtiment d'en face. J'ai froncé les sourcils, essayant de comprendre ce que je venais de voir. Peut-être n'était-ce qu'un reflet,
une illusion de mon esprit fatigué. Mais, ce n'est pas possible. J'étais sûr qu'il y avait quelqu'un là-bas. Le lendemain, la curiosité ne m'a pas laissé tranquille. J'étais sûr de ne pas m'être trompé. J'ai attrapé l'appareil photo et l'ai pointé sur le bâtiment. J'avais besoin d'en savoir plus. J'ai commencé à photographier chaque fenêtre, chaque recoin du bâtiment délabré, dans l'espoir de capturer un détail, quelque chose qui expliquerait la jeune femme que j'avais vue. Les images se sont empilées, les unes après les autres, mais rien n'a semblé altérer ce que je savais déjà. La jeune femme était de nouveau là, à la même fenêtre, avec le même regard lointain. Chaque photo apportait une nouvelle confirmation de sa présence. C'était comme si elle me regardait, comme si j'étais le personnage d'un film et qu'elle était l'observatrice. Je savais que je devais arrêter, mais l'obsession grandissait en moi, et je ne pouvais plus la repousser. J'ai alors décidé d'aller dans le bâtiment. Que pouvait-il faire d'autre? Mon esprit a été pris par cette image. J'ai mis l'appareil photo dans mon sac à dos et je suis sorti. Le bâtiment était à quelques pâtés de maison, mais à mesure que je m'approchais, un sentiment d'inconfort grandissait. Le bâtiment avait l'air plus imposant, plus menaçant, ses fenêtres brisées comme des yeux vides. En entrant, l'odeur de moisi m'a immédiatement frappé. Le sol craquait sous mes pieds et je faisais attention de ne pas marcher sur quelque chose de cassé. Il faisait sombre, à l'exception de fissures dans les murs qui laissaient entrer la lumière, créant de longues ombres effrayantes. Je me promenais dans les couloirs, essayant de ne pas regarder les restes de meubles abandonnés, essayant de ne pas me demander qui aurait vécu là. J'ai atteint le 3e étage. L'air était plus épais, comme si le temps s'était arrêté là. Comme je m'approchais de la fenêtre où se trouvait la jeune femme, quelque chose me fit m'arrêter. Il y avait des signes que quelqu'un y vivait, peut-être depuis longtemps. De vieux vêtements ont été jetés, couverts de poussière. Une chaise en bois faisait face à la fenêtre, comme si quelqu'un s'était assis là, attendant quelque chose. Le frisson dans ma colonne vertébrale augmenta, et une sensation étrange m'envahit, comme si j'étais observé. J'ai décidé de prendre quelques photos de l'intérieur. J'avais besoin de plus de preuves. Quand j'ai regardé à travers l'objectif, une onde de choc m'a traversé. Ce n'était pas seulement la jeune femme à la fenêtre qui est apparue. Sur les photos, elle était à plusieurs autres endroits, toujours en train de me regarder. Dans une fenêtre du 2e étage, au fond d'un couloir, se reflétant même dans un miroir brisé. Comment était-elle dans tous ces endroits en même temps? Je ne l'ai jamais vue me suivre, mais ces images étaient là, dans toutes les photos. La peur a commencé à grandir en moi. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je savais que j'étais observé. Moi, qui m'étais toujours senti en sécurité derrière l'appareil photo, j'avais maintenant l'impression que l'objectif ne me protégeait plus. Cette fille, ou quoi que ce soit, me regardait. Et cela n'avait pas de sens. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de paranoïa. Chaque fois que je regardais par la fenêtre, je sentais un poids sur mes épaules, comme si quelque chose était là, qui m'attendait. J'aurais juré que de temps en temps une ombre se déplaçait derrière la fenêtre de l'immeuble, et elle était là, me regardant une fois de plus. La nuit, les bruits de la ville se transformaient en murmures, et je ne pouvais m'empêcher de sentir que, quelque part, elle me suivait. Je me suis demandé, qui était-elle? Pourquoi a-t-elle fait cela? Mais plus que cela, j'ai commencé à me demander si je l'avais vraiment vue, ou si tout cela n'était qu'une hallucination causée par la peur. L'idée de quitter Odessa est devenue constante. Je savais que je devais partir pour échapper à cette obsession, à ce sentiment d'être observé. J'ai commencé à faire mes bagages, mais quelque chose en moi savait que ce ne serait pas suffisant. Au fond de moi, je savais que l'endroit où j'allais n'avait pas d'importance. Elle serait toujours là, à se cacher, à regarder. Et même dans un village lointain, par un matin nuageux, au moment où j'ai regardé dans le viseur de mon appareil photo, il était là. Au bord d'un lac lointain, les mêmes yeux fixés. J'ai paniqué. J'ai attrapé l'appareil photo et l'ai jeté au sol de toutes mes forces. L'idée de détruire cet objet, qui semblait être devenu une extension de mon tourment, semblait être le seul moyen d'avoir enfin la paix. Mais au fond de moi, je savais que ce ne serait pas suffisant. Le sentiment d'être observé ne m'a jamais quitté. À chaque reflet, à chaque ombre, la peur revenait. J'ai détruit l'appareil photo, mais je me suis détruit moi-même dans le processus. Parce qu'en fin de compte, je sais que cela ne disparaîtra jamais. Je suis un personnage dans un film et elle est toujours en train de regarder, d'attendre. Peu importe où je vais, il sera toujours là. La première chose qui a attiré mon attention dans la maison de ville était le prix. Je cherchais un endroit bon marché à Bogota, où l'immobilier devenait de plus en plus cher. L'agent m'a dit que l'endroit avait juste un peu d'histoire, et que le prix bas était dû à sa dégradation. Je n'avais pas d'idée précise de ce que cela signifiait, mais la valeur était tentante et, en fin de compte,
je voulais juste un endroit à moi. J'étais fatigué de partager un appartement, et l'intimité m'attirait. La maison était dans le quartier de la Candelaria, un vieux quartier aux rues étroites et aux maisons coloniales. La propriété, cependant, ressemblait plus à une maison oubliée. Sa façade s'écaillait, les fenêtres étaient sales et le bois de certaines parties semblait pourri. Je pensais qu'un peu de travail suffirait. En entrant, je vis que l'intérieur était encore pire que ce que j'avais imaginé. Bien que l'odeur de moisissure ne soit pas présente, il y avait une lourdeur dans l'air, indescriptible, que ni moi ni l'agent ne pouvions expliquer. Le couloir me donnait une étrange sensation, comme si le plancher, qui grinçait à chaque pas, était un piège. Je n'arrivais pas à ignorer ce malaise. Pourtant, j'ai fait l'offre, signé le contrat et déménagé. Les premiers jours, je me concentrais sur le travail. Je suis technicien en informatique et passais des heures devant des écrans, ce qui me donnait un sentiment de contrôle. Mais peu à peu, quelque chose dans la maison m'inquiétait. Il y avait une tension dans l'air, difficile à cerner, mais palpable. Un soir, par temps pluvieux, je réalisai que la maison avait quelque chose de surnaturel. En préparant le dîner, je remarquai une porte verrouillée dans un coin du salon. C'était une petite trappe, comme l'entrée d'un sous-sol, et elle était là depuis toujours, mais je ne lui avais jamais prêté attention. Elle était verrouillée avec une vieille clé rouillée. Curieuse, je fouillai un tiroir et, à ma grande surprise, je trouvai la clé, comme si elle m'appelait. Je tournai la clé avec difficulté, et la porte s'ouvrit sur un sous-sol sombre et humide, avec une forte odeur de moisi. Sans réfléchir, je descendis prudemment, éclairant le chemin avec mon téléphone. Le sol était recouvert de poussière, les murs faits de pierres froides. Au centre du sous-sol, 2 chaises en bois usées étaient poussées dans un coin. Ce qui attira mon attention, ce furent les égratignures profondes sur les côtés des chaises, comme si quelqu'un essayait de se libérer. Sur l'une d'elles, un vieux magnétophone et une pile de cassettes attiraient également mon regard. C'était étrange. La technologie semblait dater de plusieurs décennies, mais ce qui m'intrigua le plus fut l'idée que quelqu'un ait laissé cela là. Je ne résistai pas à la tentation et mis une cassette dans le magnétophone. Quand je pressai le bouton de lecture, un sifflement emplit la pièce, suivi d'une voix masculine, rauque et désespérée. « S'il vous plaît, quelqu'un. Sortez-moi d'ici. » L'enregistrement s'interrompit brusquement, remplacé par un bruit métallique et un cri étouffé. Je restai paralysé, les poils de mes bras hérissés. La voix semblait si réelle, si angoissante. Je ne savais quoi faire. Une partie de moi voulait tout oublier, mais la curiosité prit le dessus. Je passai les autres cassettes. Chacune contenait une voix différente, une femme, un enfant, un vieil homme. Tous les enregistrements étaient accompagnés d'étranges bruits de fond, des claquements, des cris étouffés, des bruits d'escalier. Chaque cassette était plus perturbante que la précédente. Le plus dérangeant fut un ruban étiqueté de mon nom, Marcus. Mon sang se glaça. Comment quelqu'un connaissait-il mon nom? Je n'avais jamais vu ces cassettes, jamais enregistré quoi que ce soit. Que se passait-il? Je mis la bande dans le magnétophone, et ma propre voix résonna dans la pièce. Pourquoi écoutez-vous cela? Vous ne devriez pas être ici. L'enregistrement s'interrompit. C'était suffisant pour me faire perdre tout contrôle. Je pris le magnétophone et les cassettes, voulant fuir la peur et la confusion. Je les emportai avec moi sur le toit de la maison. Mais au fur et à mesure que je montais, des bruits de pas suivirent dans les escaliers. En me retournant, je vis que la lumière du sous-sol était allumée, bien que la porte fût toujours verrouillée. Cette nuit-là, des bruits sourds et des cris résonnèrent dans les murs. Puis j'entendis clairement une voix appeler mon nom. « Marcus, s'il te plaît. » Je savais que je devais partir, mais quelque chose semblait me ramener vers le sous-sol. La sensation d'être observé me consumait. Chaque pas m'attirait de plus en plus vers cet endroit, comme si la maison elle-même cherchait à m'engloutir. Le lendemain, après quelques recherches, j'appris que la maison avait été utilisée comme centre de torture durant la dictature militaire colombienne des années 1970. De nombreuses personnes y avaient disparu, et le sous-sol avait été le théâtre de leurs souffrances. Ces voix, ces enregistrements, étaient ceux des victimes, et leurs âmes étaient piégées là. J'ai décidé de détruire les cassettes. Je les mis dans le feu et regardai les flammes les consumeurs. Mais même alors, les sons continuèrent. Cette nuit-là, les cris étaient plus proches, plus forts. La maison semblait vivante. Je n'arrivais plus à distinguer la réalité de mes propres hallucinations. Le lendemain, je partis. Je pris mes affaires, laissai tout derrière moi, sans jamais regarder en arrière. Même des années plus tard, les cris me hantent dans mes rêves. Parfois, je me réveille en plein milieu de la nuit, persuadé d'entendre à nouveau ces voix. Comme si elles n'étaient jamais parties. Durban était une ville de contraste.
Entre les gratte-ciels modernes et les plages baignées par l'océan Indien, il y avait des communautés oubliées, des bâtiments anciens et détériorés qui semblaient demander un nouveau but. Je me suis impliqué dans des projets de réforme communautaire parce que je croyais que ces espaces pouvaient à nouveau battre avec la vie. Je ne savais pas, à cette époque, que certains bâtiments gardaient des secrets qui devaient rester enfouis. Le projet sur lequel je travaillais était un immeuble d'appartements des années 60. Les fenêtres ont été brisées, les murs couverts de graffitis et les infrastructures en ruine. Malgré cela, l'endroit avait du potentiel. Mon rôle était d'aider à la restructuration interne, notamment en créant des espaces pouvant être utilisés pour des cours, des réunions et des ateliers communautaires. Lors de l'analyse initiale du plan d'étage du bâtiment, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Dans la structure, il devrait y avoir un petit entrepôt à côté de l'ancien sous-sol de service. Cependant, en regardant le bâtiment de l'extérieur, il n'y avait aucun signe de cette pièce. J'ai interrogé le coordinateur du projet, mais il s'est contenté de hausser les épaules. Ces vieilles plantes ont toujours des erreurs, dit-il en riant. Mais l'architecte en moi ne pouvait pas ignorer l'écart. Le lendemain, je suis descendu au sous-sol avec une lampe de poche et un cahier. L'espace sentait le moisi et les murs de béton étaient humides au toucher. Parmi des piles de vieilles boîtes et de meubles abandonnés, j'ai trouvé un mur qui n'avait pas de sens. C'était lisse, différent des autres. J'ai tapoté mes jointures. Le son était creux. Quelque chose se cachait derrière. J'ai passé des heures à fouiller dans le sous-sol jusqu'à ce que je trouve un vieil outil en métal, probablement utilisé pour enlever les clous. Après beaucoup de force, j'ai réussi à ouvrir une fissure dans le mur, révélant une porte en acier oxydé. Il y avait une épaisse chaîne autour de la poignée de porte, mais elle avait l'air rouillée. Après beaucoup d'efforts, j'ai réussi à m'y introduire. La pièce était presque complètement sombre. J'ai utilisé la lampe de poche pour éclairer l'intérieur. L'air était lourd, presque suffocant, comme s'il avait été scellé pendant des décennies. Les murs étaient recouverts de mousse acoustique, sales et détériorés par le temps. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, ce sont les marques de rayures, certaines profondes, d'autres juste légères. Il y avait quelque chose de plus. Dans un coin de la pièce, j'ai trouvé une pile de cassettes et un petit magnétophone portable. À côté d'eux se trouvaient des cahiers avec des notes. Tremblant, j'ai commencé à feuilleter l'un des cahiers. Les pages étaient couvertes de mots griffonnés, certains illisibles, d'autres assez clairs pour me glacer le sang. Je dois vous garder silencieux. La curiosité m'a envahi. J'ai pris le magnétophone et j'ai inséré une cassette. Après quelques secondes de grincement, une voix masculine a commencé à parler. Elle était froide, calculatrice, presque sans émotion. L'isolement est essentiel. Les cris ne peuvent pas être entendus. Ils doivent apprendre à se conformer. Les enregistrements mêlaient des descriptions détaillées des méthodes de confinement à des moments de silence troublants, suivis de cris étouffés. J'ai éteint la machine, mon cœur battant dans ma poitrine. J'ai passé le reste de la journée à essayer de comprendre quoi faire. Quelqu'un avait utilisé cet endroit comme prison. Mais qui? Et pourquoi? La réponse est venue d'une manière plus effrayante que ce à quoi je m'attendais. Alors que nous discutions des plans de rénovation le lendemain, un homme âgé est apparu sur les lieux. Il a prétendu être l'ancien propriétaire de l'immeuble et a commencé à poser trop de questions sur l'avancement du projet. Son ton était décontracté, mais quelque chose dans ses yeux me mettait mal à l'aise. Il a mentionné qu'il y vivait depuis des décennies et qu'il connaissait tous les recoins du bâtiment. Ce soir-là, j'ai revisité les cahiers et les cassettes. Les notes mentionnaient d'autres espaces similaires. Un extrait disait « L'unité B est prête. J'ai juste besoin d'ajuster l'isolation. » L'homme, il en était le propriétaire. Et il vivait toujours dans le quartier. J'ai décidé d'en parler à la police, mais avant que je puisse le faire, quelque chose d'étrange s'est produit. Je suis rentré chez moi tard dans la nuit et j'ai réalisé que ma porte était entr'ouverte. J'entrai prudemment, trouvant tout apparemment intact. Mais dans ma chambre, l'une des cassettes que j'avais ramenées du salon était sur le lit, comme si quelqu'un voulait m'envoyer un avertissement. Je n'étais plus en sécurité. Dans les jours qui ont suivi, j'ai remarqué que j'étais suivi. Une voiture noire garée devant l'immeuble où je travaillais. Un homme coiffé d'une casquette m'observait de loin sur le marché. Le sentiment d'être observé est devenu insupportable. Quand j'ai finalement trouvé le courage de rapporter ce que j'avais découvert, j'ai abandonné au dernier moment. Quelque chose m'a dit que signaler l'affaire n'était pas suffisant pour me protéger ou protéger les autres. Cet homme avait du pouvoir, peut-être des contacts. Et s'il n'agissait pas seul? Finalement, j'ai abandonné le projet. J'ai dit que je devais me concentrer sur mes études et j'ai quitté Durban. Mais la vérité était différente. Les nuits suivantes furent les plus difficiles. Je n'arrivais pas à dormir. Le bruit de rayures imaginaires résonnait dans mon esprit. J'ai pensé aux victimes, à qui elles étaient,
à ce qu'elles auraient pu traverser dans cet espace exigu et étouffant. Et ce que j'aurais pu faire différemment. Je porte la culpabilité jusqu'à ce jour. Je n'ai jamais su si les autorités avaient découvert quelque chose ou si les autres pièces mentionnées dans les notes étaient toujours cachées. Mais une chose est sûre, ce bâtiment n'était pas seulement un pâté de maisons abandonnées. C'était un tombeau de secrets. Et je me demande, alors que j'essaie d'aller de l'avant, si j'aurai un jour le courage d'affronter les fantômes que j'ai laissés derrière moi. J'ai toujours été sceptique à l'égard de ce que les gens appellent l'inexpliqué. Mon travail exige un esprit pratique et logique, et c'est ce qui m'a ramené chez moi, dans la ville de Lucerne. Une ancienne maison de maître en pierre, que le jeune couple Vogel a achetée avec des plans de rénovation. Lorsque j'ai été embauché pour rénover l'intérieur de la maison, le projet semblait simple, moderniser les espaces, créer quelque chose de cosy et fonctionnel. Une routine que j'avais déjà faite d'innombrables fois dans plusieurs villes d'Europe. Mais ce que j'y ai trouvé n'avait rien à voir avec ce que j'avais imaginé. J'étais seul ce jeudi matin, avec le vent froid de l'automne qui soufflait fort contre les vieilles fenêtres. Ce qui semblait être une simple rénovation a commencé à prendre des tournures étranges dès le début. Alors que les travaux étaient déjà en cours, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait m'interroger sur la structure du lieu. Un petit espace dans le mur de l'une des pièces n'était pas présent dans les plans. Curieuse, j'ai demandé aux ouvriers d'enlever un morceau de plâtre. C'est là que tout a changé. Derrière la couche de plâtre, une porte en bois rouge foncé est apparue devant mes yeux. Surpris, j'ai examiné sa forme. Il n'a été inclus dans aucun des registres de la propriété. J'ai été attiré par une force inexplicable et j'ai décidé d'enquêter. Le bruit du marteau frappant le bois à l'extérieur me parut lointain, tandis que moi, les mains tremblantes, j'enfonçais la porte. Le coureur qui s'est révélé à moi n'était dans aucun des projets. Un espace long et étroit, qui s'étendait à un angle particulier, sans fin en vue. Les murs étaient recouverts d'un papier peint usé, avec des symboles, des figures que je ne reconnaissais pas et qui semblaient bouger quand je les regardais de plus près. La porte, pour une raison quelconque, s'est refermée d'elle-même derrière moi, avec un bruit sourd et lourd. C'était comme si la maison respirait. En traversant le couloir, je suis tombé sur ce qui semblait être une petite galerie, étrangement éclairée par des lumières violettes. Sur les murs, il y avait une série de portraits anciens. Mais il y avait quelque chose de profondément troublant chez eux. Chaque visage semblait figé dans un moment de terreur absolue. Le regard de chacun était vide, comme s'il était tiré quelque part au loin, sans issue. Mais ce n'était pas seulement leur regard qui me causait un malaise indescriptible. C'est le fait que, dans certains portraits, j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'écrit, de griffonné, de manière précipitée, dans les marges des cadres. Des mots, dans une langue que je ne comprenais pas, mais qui me donnaient l'impression que le mur lui-même murmurait quelque chose, me demandant de les lire. En m'approchant de l'un des portraits, j'ai vu qu'il montrait un homme, les yeux écarquillés et la bouche ouverte, dans un cri muet. Les mots autour de son corps étaient écrits frénétiquement, comme s'il avait essayé de communiquer, mais l'encre, qui semblait fraîche, était floue, et ce qui était écrit me semblait, presque comme une supplication. Je ne devrais pas continuer. Mais quelque chose m'a barbouillé devant moi. À partir de ce moment-là, les choses ont commencé à se produire. La nuit, les lumières de la maison clignotaient et je jurais que j'entendais des voix, ou plutôt des chuchotements, venant de l'intérieur de ces murs. J'ai essayé de l'ignorer, pensant que c'était juste mon esprit qui travaillait trop dur, jusqu'à ce que, par une nuit particulièrement calme, je me réveille avec le visage de l'un des portraits dans ma tête. Pas le portrait d'un étranger, mais celui d'un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il me regardait dans mes rêves, son expression désespérée ancrée dans mon esprit. J'entendais sa voix, dans mon oreille, marmonner des mots que je ne comprenais pas. Les jours qui ont suivi sont devenus un cauchemar. Les Vogel, le couple qui m'avait embauché, ont commencé à disparaître de manière étrange. D'abord, ils ont annulé les réunions, puis ils ont commencé à manquer le travail, et finalement personne ne les a revus. J'ai inspecté la maison, demandé aux voisins, mais personne ne savait où ils étaient. Apparemment, il y avait simplement parti, comme s'ils n'avaient jamais existé. La maison étant maintenant vide, l'atmosphère était insupportable. Je me sentais surveillé tout le temps. Le couloir secret, la porte rouge, les visages dans les peintures, tout semblait avoir été fait pour échapper à tout contrôle. Quelque chose à cet endroit avait changé ma perception de la réalité. La peur a commencé à s'emparer de moi, non pas brusquement, mais comme un brouillard dense qui s'infiltre lentement, jusqu'à ce que vous puissiez à peine respirer sans sentir son poids. Lorsque j'ai finalement décidé d'abandonner le projet et de remettre les clés aux autorités locales, le soulagement était presque tangible. Mais je savais que, même de loin, je ne m'en débarrasserais jamais. Mon esprit était toujours collé à ces murs,
dans les yeux de ces portraits. Ils ne me quitteraient jamais. La peur qui dominait maintenant mon esprit n'était pas seulement celle d'un lieu physique, mais de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui s'étendait au-delà de la structure de la maison, qui semblait avoir pris une forme tangible en moi. Cependant, quelque chose en moi avait changé. Je ne serais plus en mesure de travailler dans un endroit qui impliquerait des rénovations dans de vieilles maisons. La peur que quelque chose de similaire puisse se cacher dans d'autres murs me consumait. Chaque fissure, chaque porte cachée, chaque détour étrange dans une plante me faisait ressentir un profond frisson. Quand les travaux ont commencé à me rappeler, je ne pouvais tout simplement pas y aller. J'étais marqué. Et la maison de Lucerne, avec ses couloirs et ses portes secrètes, ne quitterait jamais mon esprit. Peut-être était cela la vraie punition. Il y a quelque chose, après cela, qui me tourmente toujours. À certains moments, dans le silence de ma maison, je peux jurer que j'entends un bruit, un léger craquement venant du mur. Parfois, quand je regarde les peintures suspendues, j'ai l'impression que l'un des visages est légèrement flou, comme s'il me regardait d'une manière ou d'une autre. Peut-être que ce que j'ai trouvé dans ce couloir ne m'a jamais vraiment quitté. Je n'ai jamais été une personne superstitieuse. Après tout, je suis vétérinaire, habitué à m'occuper de la biologie et du comportement des animaux. Je ne suis pas du genre à croire aux histoires de fantômes ou aux choses de l'au-delà. Pourtant, quelque chose à malmeux a commencé à remuer mon équilibre, quelque chose de si subtil, mais en même temps si troublant qu'il est devenu impossible de l'ignorer. Ma maison est simple, une résidence tranquille dans une rue résidentielle sans événement majeur, où les voisins se saluent d'un signe de tête amical et les nuits sont calmes. Tout cela faisait partie de ma vie quotidienne. La routine m'a apporté du réconfort. Cependant, cette tranquillité a été brisée une nuit, lorsque j'ai remarqué un comportement étrange provenant de la maison d'Axe en Grave-Côté, la maison du vieux Karl. Karl a toujours été un homme solitaire, apparaissant rarement à l'extérieur de sa résidence. Il avait un chien, un berger allemand robuste et calme, nommé Odin. J'ai toujours trouvé le comportement de l'animal curieux, toujours très silencieux. Contrairement aux autres chiens du quartier, qui avaient l'habitude d'aboyer ou de faire du bruit la nuit, Odin était silencieux. C'était comme s'il savait que la nuit était sacrée, une barrière entre le monde des vivants et les mystères qu'il essayait peut-être de cacher. Mais une nuit, Odin a fait quelque chose de complètement inattendu. Il était environ 3 heures du matin. J'étais allongé dans mon lit, mais le sommeil n'est pas venu. Quelque chose m'a perturbé. Un hurlement déchira le silence de la nuit, venant de la direction de la maison de Karl. Le chien hurlait, mais ce n'était pas un hurlement ordinaire. C'était un long hurlement douloureux, comme s'il répondait à quelque chose d'invisible. Le son était profond, empli d'une tristesse qui semblait transcender la nature d'un animal. Une partie de moi voulait croire que c'était juste le vent ou un autre son naturel, mais la sensation d'inconfort que ce hurlement me causait n'a pas disparu. Dans les jours qui ont suivi, chaque nuit, la situation s'est répétée. Toujours à 3 heures du matin, le chien se mettait à hurler. Mais dès que le son atteignit son apogée, il se tut brusquement, comme s'il avait été interrompu par quelque chose. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. J'ai été attiré par cette répétition. Quelque chose m'a dérangé. Ce n'était pas normal. Je ne comprenais pas ce qui se passait, alors j'ai décidé d'enquêter, d'utiliser n'importe quelle excuse pour m'approcher de la maison de Karl. Je savais qu'il était toujours dehors la nuit, comme s'il évitait quelque chose. À ce moment-là, ce qui m'a le plus dérangé, c'est le comportement du chien. Pourquoi agissait-il comme ça? Et que s'est-il passé à 3 heures du matin? Au début, j'ai passé quelques nuits à regarder Odin à travers la fenêtre. Le chien était toujours dans la cour, seul, mais toujours vers la maison de Karl. Il restait debout un moment, regardant par la fenêtre de l'étage, puis se mettait à hurler, comme s'il répondait à quelque chose ou à quelqu'un. Mais qui cela pouvait-il être? Il n'y avait personne. Qu'a-t-il vu? Ou, plus précisément, qu'a-t-il ressenti? C'est alors qu'un soir, après une autre de ces séances d'observation, quelque chose a attiré mon attention. Odin regardait par la fenêtre d'une chambre d'enfant. La maison de Karl avait été rénovée il y avait des années, mais la chambre de l'enfant décédé n'avait pas été touchée. À l'époque, ils avaient perdu leur fille dans un accident tragique, dont personne ne parle vraiment à ce jour. La chambre de l'enfant restait intacte, comme une capsule temporelle. C'était une maison qui portait un profond chagrin, mais pour une raison quelconque, le comportement d'Odin semblait être lié à cette partie de la maison. Je savais que j'avais besoin d'en savoir plus, alors j'ai commencé à chercher des informations sur ce qui était arrivé à l'enfant. Bien que personne n'ait vraiment parlé de sa mort, j'ai pu comprendre qu'il y avait quelque chose de particulier dans la pièce. Quelque chose qui ne devrait pas être là. Karl ne m'a jamais donné de détails,
mais il était toujours mal à l'aise quand quelqu'un en parlait. Une nuit, après le hurlement d'Odin, j'ai décidé d'aller chez Karl. Il était à la maison, assis dans le salon, mais il semblait évitant. Avec une excuse sur le comportement d'Odin, je lui ai suggéré de l'emmener chez un vétérinaire pour une consultation. Karl semblait réticent, mais a accepté. Mon excuse pour être là, cependant, était différente. Quand je suis enfin entré dans la maison de Karl, j'ai réalisé que la chambre de l'enfant était fermée, mais l'atmosphère autour d'elle semblait chargée, dense, comme si le temps était suspendu à cet endroit. Odin réagit avec malaise, comme s'il avait remarqué quelque chose d'autre. Ses yeux étaient fixés sur la porte de la chambre, et les hurlements recommencèrent, une vibration douloureuse qui me fit tourner l'estomac. J'ai essayé, sans succès, de faire parler davantage Karl de sa fille. Il m'a juste dit de partir et de ne jamais revenir. Le ton de sa voix ne laissait aucun doute sur le fait qu'il ne voulait pas que j'en sache plus. Mais quelque chose m'a dit qu'Odin en savait plus qu'il n'en avait l'air. Il ne se contentait pas de hurler dans le vide. Il réagissait à quelque chose que je ne pouvais pas voir. Quelque chose qui n'était pas seulement imaginaire, mais très réel. Chaque matin, sans avertissement, Karl et sa femme disparaissaient. Ils n'étaient tout simplement plus chez eux. Le chien est resté là, sans personne pour s'occuper de lui, et, sans réfléchir à deux fois, je l'ai adopté. Il semblait avoir besoin d'un foyer, et je ne voulais pas qu'il soit seul. Mais même après qu'il ait emménagé dans ma maison, son comportement étrange a continué. Tous les soirs à 3 heures du matin, Odin se mettait à hurler. J'ai cru qu'il allait peut-être s'y habituer, que c'était une phase, mais non. Le son était de plus en plus angoissant, de plus en plus désespéré. Le hurlement devenait plus fort à mesure qu'il approchait de l'heure fatale, et au moment où l'heure exacte sonnait, il se tut brusquement, laissant un vide inexplicable. J'ai tout essayé. J'ai passé des heures à observer le chien, à la recherche d'un signe, d'un indice qui m'aiderait à comprendre ce qui se passait. Mais rien n'a de sens. La chambre d'enfant n'a pas été changée, et Odin continue de réagir à quelque chose d'invisible, à quelque chose que je ne peux pas atteindre. Maintenant, allongé dans mon lit, regardant dans le couloir sombre, je me demande si le chien c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Quelque chose au-delà de ma compréhension, un mystère qu'il porte en quelque sorte avec lui. Et peut-être, malgré tous mes efforts, je ne saurai jamais ce qui s'est vraiment passé dans cette maison. Le temps passe et les nuits continuent d'être marquées par le hurlement d'Odin. Je me retrouve à remettre en question ma propre santé mentale. Que voit ce chien? Que ressent-il? Ou est-ce la lamentation d'une âme perdue, essayant d'atteindre le seul endroit qui lui reste? Il y a encore le silence, mais à l'intérieur je sais qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose qui ne sera jamais dit avec des mots.